ben voilà, les vite. Voilà. Ah, vous avez raison. Ben voilà. Voilà. Ah. Alors, on est venu à pied, on a mis un pied. Mais oui, mais je vous avais dit. Je vous avais dit que c'était maintenant rentré. Mais j'arrive pas à fermer la porte. Oh. Non. Comme ça. Allez. On a l'impression de la gueule. Je ne pas trop comme ça. Non, mais c'est pas. Oh, mais en plus, vous m'engueulez. C'est la meilleure. Bon, je t'arrête pas, ça suffit. Bonjour les enfants. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Comment? Oui. Comment? Oui. Comment? Oui. Ah, ça c'est bien alors. Bon, alors nous aujourd'hui on va pas porter de masque. Hein. D'abord parce qu'on est à distance de vous et puis ça fait des mois qu'on travaille ensemble donc on Et puis de toute façon on a le virus nous. Pardon? Non, on a le virus du théâtre. Ah, le virus du théâtre. Bon. Ah. Monsieur Toc, mon nouvel assistant. Bon. Alors, tout le monde est là? Oui. Très bien. Ah ben, on est content de vous retrouver, vous savez. Hein? Mettez-vous un peu plus vers les autres, là, comme ça. Vous voyez, serrez-vous un peu sur les côtés, là, voilà. Un peu plus. Voilà. Ah, on est content de vous retrouver, vous savez, parce que ça faisait longtemps. Hein? Ah bah oui, ça fait à peu près 5 mois. Ouais, bah, depuis le début du confinement. Oui, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Enfin bon, 5 mois. Enfin, on ne pouvait plus rien faire. Non, ils nous ont enfermés dans des placards. Les techniciens, les comédiens, les musiciens, les metteurs en scène, les contorsionnistes et même les chefs d'orchestre. Hein. Comme des marionnettes, voilà. Comme Victor Hugo. Voilà. Et là, on reprend notre spectacle. Hier, on était à Quimper. Demain, on sera au Sainte-Marie-de-la-Mer. Et aujourd'hui, on est à Gringy. Avec vous. Oui. Bon, monsieur Top, vous voulez bien vous asseoir, s'il vous plaît? Mais il n'y a pas de problème, monsieur Si. Bon. Oui. Oh, ma braguette. Voilà. Par là. Là, derrière les autres. Là. Voilà, comme ça, parce que vous êtes un peu trop. Voilà. Super, merci. Et voilà, on nous a invités cet après-midi pour vous parler de la vie de Monsieur de Molière. Monsieur Top, je peux récupérer ma chaise? Il n'y a pas de problème, monsieur Tip. Ah, votre livre, monsieur Tic. Ah, merci, monsieur Top. Il n'y a pas de problème. Ah, votre verre, monsieur Top. Ah ben, il est vide. Ah ben, je vais vous le remplir. Eh ben, merci. Tenez. Ah ben, merci. Je peux récupérer mon siège, monsieur Top? Mais il n'y a pas de problème, monsieur Tic. Ah, votre livre, monsieur Tic. Ah, merci. Oh, votre verre, monsieur Top. Ah ben, il est vide. Je vais vous le remplir. Non, mais enfin, ça suffit comme ça, non? On peut commencer. Asseyez-vous. Nous sommes à Paris. À Paris? Oui, à Paris. Vous avez dit qu'on était à Pringy. Oui, on est à Paris. Mais alors pourquoi vous dites qu'on est à Paris? Nous sommes à Paris au XVIIe siècle. Ah! Nous sommes à Paris. À Paris. Au XVIIe siècle. XVIIe siècle. Sous le règne de Louis XIII. Louis XIII. Le 13 janvier 1622. 1622. Je vais l'écrire. Ah oui, c'est ça, écrivez-le. Tenez. Merci. Voilà, merci. Tenez. Merci. 13 janvier 1600. 22. Bon, écoutez, ça suffit maintenant, asseyez-vous, asseyez-vous.
là-bas. Monsieur Top. Oui, monsieur T. Mon chiffon. Nous sommes à Paris, au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIII. Le 13 janvier 1622, une accoucheuse délivre la très aimable Madame Poquelin, née Cressé, d'un premier enfant, un prématuré de sexe masculin. Et qu'est-ce que vous faites? Bah, je fais le bébé. Le bébé, on dirait un notari qui est sur sa banquise. Ah oui, moi je fais très bien le bébé. Ah bah, montrez-le. Ah bah tenez, bébé. On dirait un petit cochon à qui on a coupé la queue. Mais ça suffit maintenant. Nous sommes à Paris, au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIII, le 13 janvier 1622. Une accoucheuse délivre la très aimable Madame Poquelin, née Cressé, d'un premier enfant, un prématuré de sexe masculin. Je peux dire, sans crainte de me tromper, que si j'avais pu expliquer à l'honorable sage-femme qui était celui qu'elle mettait au monde, elle eût pu d'émotion causer quelques dommages au nourrisson, et du même coup à la France. Madame, faites attention au bébé, n'oubliez pas qu'il est né avant terme. Sa mort serait une grande perte pour notre pays. Madame Poquelin n'en fera plus jamais un semblable, et aucune autre dame n'en fera de semblable avant un certain nombre de siècles. Et comprenez bien que dans 4 siècles, je ne me souviendrai de vous que parce que vous aurez tenu dans vos mains le fils de Monsieur Poquelin. Ce bébé deviendra plus célèbre que le roi Louis XIII, plus renommé que le roi suivant, et ce roi sera appelé le roi Soleil. Chère madame, il est des pays lointains qui sont peuplés de gens qui parlent une langue étrange à votre oreille. Dans ces pays pénétreront les mots de l'enfant que vous mettez au monde maintenant. Ces mots seront traduits en allemand, en anglais, en italien, en espagnol, en hollandais, en danois, en portugais, en polonais, en turc, en russe, en grec moderne, mais en grec ancien aussi, en roumain, en tchèque, en suédois, en arménien, En arabe. En arabe. Oui, en arabe aussi, oui. On applaudit Monsieur Top. Mais c'est autre chose qui m'intéresse. Les pièces de mon héros seront jouées pendant 4 siècles sur toutes les scènes du monde. Et nul ne sait quand elles cesseront de l'être. Voilà ce qui m'intéresse. Voilà l'homme que deviendra ce nourrisson. Madame, comprenez que cet enfant n'est autre que Monsieur de Molière. Alors faites attention, je vous prie. Il a crié. Il a crié. Il respire. Il respire. Il vit. Il vit. Oui, il vit. Monsieur de Molière est né. Donc, le 13 janvier 1622, un enfant fait son apparition chez Monsieur Jean-Baptiste Poquelin, tapissier de son état.
et son épouse Marie. Le 15 janvier, l'enfant est baptisé à l'église Saint-Eustache. Excusez-moi. Ça... Non, excusez-moi, Mon père était dans la marine marchande et au moment de sa retraite, on lui a remis la croix du marin. Et la cérémonie a eu lieu à l'église Saint-Eustache à Paris. On était là, toute la famille, j'avais votre âge, moi. C'était magnifique. Bon, excusez-moi. Donc le 15 janvier, l'enfant est baptisé à l'église Saint-Eustache et prénommé Jean-Baptiste, en l'honneur de son père. La corporation des tapissiers sut qu'un nouveau tapissier était venu au monde. Mais le destin est quelque chose auquel on ne peut échapper. Philistins, tapissiers, tandis que vous caressiez vos femmes en songeant aux petits que vos grossiers appétits engendrent. Vous pensiez, ils seront menton rasé, ventre rond, notaire. Mais pour bien vous punir, un jour vous voyez venir sur terre des enfants malvenus qui deviennent chevelus. Poète! Tous les architectes ont leur lubie. Au centre de Paris, près du Pont-Neuf, se trouvait une agréable maison de 2 étages. Aux angles de cette maison, il y avait des bois sculptés qui représentaient des orangers aux branches soigneusement détaillées. Sur ces arbres, des kyrielles de petits singes allaient cueillir des fruits. Naturellement, les Parisiens l'avaient surnommée la maison aux singes. Cette maison appartenait au tapissier Jean-Baptiste Père, qui y vivait et y travaillait. Dans la boutique, au rez-de-chaussée, flottait l'odeur de la laine et de la teinture. Toute la journée, bourgeois et aristocrates défilaient pour choisir des tapisseries et des tapis. Dans l'atelier s'élevaient des colonnes de poussière grasse, des chaînes s'entassaient, des morceaux d'ameublement et des coupes de peau traînaient dans tous les coins. Et au milieu de ce chaos, s'affairait, tapant du marteau et jouant des ciseaux, les artisans et apprentis de Poquelin. Dans les chambres du premier étage, au-dessus de l'enseigne, régnait la mer. Là, on entendait le bruit de sa toux perpétuelle et le froufrou de ses jupes de gros Naples. Ces armoires étaient garnies de robes coûteuses, d'étoffes florentines, de linge, de la toile la plus fine. Les commodes renfermaient des colliers, des bracelets garnis de brillants, des perles, des bagues ornées d'émeraudes, des montres en or et de l'argenterie de prix. Marie lisait la Bible. Quand elle priait, Marie égrenait un chapelet de nacre. Elle était douce, aimable et instruite. Dans les pièces du haut se promenait un garçon blond aux lèvres charnues. Et il bégayait. C'était Jean-Baptiste. Parfois, il descendait dans la boutique. Bonjour Madame le lait. Vous voulez du lait? Non, c'était pour rire. Il va mieux, votre mari? Vous lui passerez le bonjour. Et puis il allait aussi dans les ateliers.
où il posait toutes sortes de questions. Oh, c'est quoi ça comme cuir? C'est quoi comme animal? Ah ben ça mon petit, c'est de la vache. Ah c'est de la vache? Ah oui, ça c'est une vraie peau de vache. Les maîtres artisans se moquaient de son bégaiement, mais l'aimaient beaucoup. À d'autres moments, il se mettait à la fenêtre. Les poings plaqués contre ses joues et observait les allées et venues des gens dans la rue Bourbeuse. Oh celle-là, avec son petit cochon là, je vais la voir. Madame! Paf! Elle s'est pris le poteau! Un beau jour, Jean-Baptiste entra à l'école paroissiale. Potelin! J'arrive! Plus vite! J'arrive! Allez, chaise! Chaise, Potelin! Assis! Potelin! Assis! Là, il a appris ce qu'on apprend à l'école. À lire couramment, à assimiler quelques rudiments de latin et à effectuer les 4 opérations de l'arithmétique. Qui sont les 4 opérations de l'arithmétique. Oui. L'addition, soustraction, multiplication, division, addition, soustraction, multiplication, division. Avec moi, addition, soustraction, multiplication, division. Plus fort, addition, soustraction, plus fort. Encore, addition, soustraction, multiplication, division. À vous, addition, soustraction, multiplication, division. Bien. Addition, soustraction, multiplication, division. Bien, tout le monde. Addition, soustraction, multiplication, division. Les jours coulaient paisibles et heureux. Poquelin père s'enrichissait, 3 autres enfants étaient nés, quand brutalement le malheur s'abattit sur la maison aux singes. La tendre mère tomba malade. Ses yeux se mirent à briller. Ils se remplirent d'inquiétude. Elle maigrit. Ses joues se couvrirent de vilaines taches. Elle se mit à cracher le sang. Et la maison aux singes vit venir les docteurs, coiffés de leurs sinistres bonnets et montés sur leurs mules. Et puis un jour, Jean-Baptiste pleura toutes les larmes de son corps. Toute la maison sanglota avec lui. La tendre Marie Poquelin était étendue, immobile, les mains croisées sur sa poitrine. Les enfants, oh, ce que je suis content d'être là. Oh, je sens qu'on va se plaire dans votre maison. Oh, bien sûr, il faudra faire un petit brin de ménage, mais ça me connaît. Oh, ce que je suis content, les enfants, d'être là avec vous. Et puis cette maison. Maison que la famille quitta d'ailleurs, car le père en avait acheté une autre. Que peut-on dire de cette femme? Bah non, rien. Que ce soit en bien ou en mal. Comme elle était entrée dans la famille avec le qualificatif de marâtre. Monsieur Tic. Oui, monsieur Tic. Oui, venez, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Venez. Qu'est-ce qui se passe encore?
Ben, c'est quoi de marâtre? La marâtre, vous savez pas ce que c'est une marâtre? Eh non. Mais je sais pas comment vous expliquer ça. On pourrait dire une belle-mère. Ah, Voilà. d'accord. Eh, parce qu'elle était belle. Non, écoutez, elle était ni belle ni moche, c'est vraiment pas la question. Alors je comprends pas pourquoi vous dites la belle-mère, et après vous dites elle est ni belle ni moche. Mais si elle est ni belle ni moche, pourquoi vous dites la belle-mère? Moi je comprends pas, on est complètement perdu là. Bon, je vais vous l'expliquer autrement, d'accord? D'accord. Bon, imagine que monsieur soit marié avec madame. Non, excusez-moi. Je sais, c'est un coup improbable, mais imaginons. D'accord. Bon, ça vous dérange pas, les enfants, c'est pour lui expliquer, sinon on s'en sort pas. Donc, monsieur est donc marié avec madame, et ils ont 3 enfants. 3 enfants. Oui, 3 enfants. Qui s'appellent Gaspard, Melchior et Balthazar. Ah, ça j'aime beaucoup. Oui, ça j'en étais sûr. Alors imaginons qu'au cours d'un voyage professionnel, par exemple, madame rencontre mademoiselle, rencontre quelqu'un. C'est qui? Ne rentre pas dans les affaires privées, ça ne regarde pas. Bon, parce que c'est vrai. Mais non, on est en train d'imaginer. Ah oui. Imaginons. D'accord. Alors donc au cours de ce voyage, c'était quoi déjà la question? Bah, c'est quoi la marâtre? Ah oui, la marâtre. Donc madame est donc mariée avec monsieur. Madame et monsieur. Oh pardon, excusez-moi, monsieur est donc marié avec madame. Ils ont 3 enfants. Voilà. Voilà, qui s'appellent Gaspard, Melchior et Balthazar. Ah, ça j'aime beaucoup. Mais ça on avait compris. Hein. Alors imaginons qu'au cours d'un voyage professionnel, madame rencontre mademoiselle, non, rencontre quelqu'un. Et on ne la revoit plus. Mais si elle est là. Non mais imaginons. Ah oui. Madame disparaît. Mais où? Mais elle disparaît. Fini, terminé la madame, voilà. Elle disparaît la madame, voilà. Elle n'est plus là, voilà. Hein? Oh là là, bon, moi j'en étais où, moi, parce que Bah, c'est quoi la marâtre? Oh la marâtre! Monsieur reste donc seul avec ses 4 enfants. 4 enfants. Oui, 4 enfants. Qui s'appellent Gaspard, Melchior, Balthazar et la main de ma sœur. Main de votre sœur? Oui, la main de ma sœur. Et puis un jour, il rencontre une autre femme. Qui s'appelle Catherine. Brigitte. Je dis Brigitte. Brigitte. Voilà, Brigitte. Et c'est qui? Mais je ne sais pas, moi! Madame, par exemple. Ah bon, parce que madame est avec monsieur. Imaginons! Ah oui. Madame Jacqueline Brigitte. Brigitte devient donc la seconde femme de monsieur. Qui s'appelle Adolphe. Adolphe. Et donc la marâtre de Gaspard, Melchior et Balthazar. Oui, mais c'est quoi la marâtre? Mais la marâtre, c'est la seconde mère de Gaspard, Melchior et Balthazar et la main de ma sœur. Enfin. D'accord. Ah ben voilà. Et oui, parce que Non, monsieur... attends, écoutez, ça suffit maintenant, hein, je peux continuer? Non, parce que si madame... Écoutez, c'est suffit. Allez. Parce que mademoiselle... Ah si! Fasciste. C'est pas facile, vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai rien vu, moi, Ah ben j'ai rien vu, hein. J'ai rien vu, hein. Trouillard de délateur. En plus, il peut porter plainte. Ah mais c'est comme ça aujourd'hui. Hein? Allez hop, la police. Moi, une fois, j'ai vu un enfant de 5 ans. Il disait comme ça à son père, tu ne parles pas comme ça, hein, parce que j'ai des droits, moi. Ah oui. Et alors, la police? Parce que Catherine Fleurette, vous vous souvenez? Était entrée dans la famille avec le qualificatif de... Marâtre. Merci. Y a pas de quoi. Je vous en prie. Pas de problème. Mais quand même, Oui, non, mais c'est bon. j'insiste. Non, mais si vous voulez, volontiers. Ah, ça c'est gentil. Ah, ça nous ressemble. C'est-à-dire? Je disais, ça vous ressemble. Donc, parce que Catherine Fleurette, vous vous rappelez? Était entrée dans la famille avec le qualificatif de marâtre. Nombre d'érudits ont affirmé que la vie de Jean-Baptiste enfant ne fut pas très gaie.
temps de Catherine Fleurette, et que c'est elle que Molière aurait peint sous les traits de Béline, l'épouse perfide, dans sa comédie du malade imaginaire. Pour moi, tout ça est faux. Absolument rien ne prouve que Catherine se soit mal conduite à l'égard de Jean-Baptiste, et encore moins que Béline ce soit elle. Mais Catherine fut une seconde épouse sans haine, qui donna à Poquelin 2 filles, Catherine et Marguerite. Voilà, c'est tout. Allez, il est où mon chiffon? Il est sur votre tête. Sur ma tête. Ah là là, est-ce que je suis distrait? Vous êtes drôle. Hein. Oh bah non, je suis distrait. Ouais. Non, vous êtes drôle. Ah non, je suis distrait. Vous êtes distrait, mais vous êtes drôle. Oh, peut-être, je suis surtout distrait. Écoutez, hier, je prenais la voiture. Bon, alors je sors, je laisse les clés dedans, je claque la porte. La voiture, elle s'en départ. Oh, la voiture! Non mais attendez, on est plus à pied. Qu'est-ce que je suis distrait? Oh non, donc la nouvelle demeure de Monsieur Poquelin était située sur l'emplacement même du marché, dans ce quartier de Paris où se donnait la fameuse foire de Saint-Germain. Jean-Baptiste suivit les cours de l'enseignement paroissial jusqu'à son terme. Poquelin père décréta que son premier-né avait suffisamment élargi ses horizons. Il lui intima l'ordre de se vouer aux affaires de la boutique. Jean-Baptiste se mit à mesurer des étoffes, à planter des clous, à tailler des bavettes avec les apprentis et à passer son temps libre à lire un Plutarque graisseux que lui avait laissé Marie Crissé. Ça, maman. Et voici qu'à la lumière des bougies, dans la porte qui s'ouvre, vêtue d'un habit simple mais cossu, perruque sur la tête et canne à la main. Entrez! Bonjour! Un monsieur d'allure bourgeoise, très vert pour son âge. Oh, enfin, faut pas exagérer tout de même. Aux yeux vifs et aux bonnes manières. Mon prénom est Louis, mon nom Créché. Je suis le père de la défunte Marie. Et donc je suis qui? Le grand-père du jeune Jean-Baptiste. Je suis tapissier, tout comme mon gendre. Il est où mon petit Jean-Baptiste? C'est papy. Viens vite me voir. Attention, tu vas dégringoler dans les escaliers. Un jour, tu vas te casser la marigoulette. Qu'est-ce que tu veux? Ah, tiens, donne-moi un petit bisou. Tu sais quoi? J'ai un super plan pour ce soir. Tu sais ce qu'on va faire tous les deux? On va mais tu n'as pas ton père, hein? Parce que tu le connais. En rentrant, on passera par la petite porte de derrière. Jean-Baptiste se lie d'une mystérieuse passion avec son grand-père. Qu'est-ce qui a pu rapprocher ainsi le vieil homme et l'enfant? Le diable! Mais oui, ce fut certainement lui. La passion partagée entre le vieil homme et l'enfant ne resta pas longtemps ignorée de Poquelin père et provoqua bientôt son étonnement. Grognon! Il avait découvert que le grand-père et le petit-fils étaient tous deux fous de théâtre. Les soirs de liberté, les deux tapissiers, le vieux et le jeune, après s'être mis d'accord en échangeant des regards mystérieux, quittaient la maison. Il n'était pas difficile de suivre leurs traces. Ils se dirigeaient vers l'angle de la rue Mauconseil et de la rue Française, où, dans une salle basse et sombre de l'hôtel de Bourgogne, la troupe royale se produisait. Au théâtre de l'hôtel de Bourgogne, dont la vedette était alors le très célèbre acteur Belle-Rose. On donnait des tragédies, des tragicomédies, des pastorales et des farces. Ah oui, le grand-père Cressé avait montré à Poquelin fils, aux grandes dames de Poquelin père, le chemin de l'hôtel de Bourgogne. Et là, Jean-Baptiste put voir des choses extraordinaires. Le
rouge à fond plat et sa veste blanche, qui contenait un ventre monstrueux. Alors, il faisait comme ça. Oh la lâche personne! Oh le faible courage! Viens frotter ton nez auprès de ma bedaine. Viens, je voudrais pouvoir rejeter le potage que tu me fis manger pour n'avoir rien à toi. Une autre célébrité, le bouffon Gauthier Garguille, armé d'énormes lunettes et un bâton à la main, déchaînait, non moins que Gros Guillaume, l'enthousiasme du public de l'hôtel. Alors il disait comme ça. Bon, j'ai très saucisson. Oh, j'ai un saucisson génial. Il est très saucisson, il est formidable. Il est gros. Jamais vu un saucisson aussi gros. Je vais vous montrer le gros saucisson. Il est énorme. C'est un saucisson halal. Aïe, il est bien peut-être, il est un salade. C'est un saucisson sec. Voilà, c'est un saucisson sec. Il est gros. Oui, il est. Mon saucisson. Je vais vous le montrer. Il est où mon saucisson? On m'a volé mon saucisson! On m'a volé mon saucisson! On m'a volé mon saucisson! Il est où mon saucisson? On m'a volé mon saucisson! On m'a volé mon saucisson! Oh mon saucisson! Oh mon saucisson! Ah bah non! Il est là, mon saucisson! Une autre célébrité. Jean-Baptiste était aussi fasciné par Turlupin et par Alison, qui jouait les rôles de vieilles femmes ridicules. Alors lui, il faisait comme ça. Oh, mon limbago! Mais qu'est-ce qu'il a regardé celui-là? Dites donc, c'est mes gambettes que vous reluquez? Ah mais pervers! Non mais c'est vrai enfin! C'est interdit de regarder les gambettes déjà comme ça dans la tête. Ah, les filles, il y a des lois maintenant. Alors, pervers! Non mais dites donc, moi les filles quand j'étais jeune, j'avais toutes mes dents, mais j'avais pas beaucoup de sex appeal. Mais alors aujourd'hui, alors là j'ai plus de dents. Alors je regarde, je suis sex appeal. Il me regarde toujours. Marquez les beaux garçons. J'allais lui dire de mots. Mais écoutez, écoutez, aimez-moi, soupirez, brûlez pour mes apparts, mais surtout ne me les touchez pas. En l'espace de quelques années, défilèrent devant les yeux de Jean-Baptiste, tournoyant comme sur un manège, visage enfariné ou couvert par des masques, les docteurs pédants. Comment? Vous voulez savoir comment soigner votre vergicule? Ah ben ça dépend où vous voulez le mettre. Comment? Ah ben je vais vous le dire en latin. Voluit bibamacum popesco, in voluptatem uterum. Et puis il y avait aussi les capitaines Vantard et Poltron. Ils faisaient comme ça, regardez. Moi, j'étais empereur des Indes. J'étais couvert de diamants. Je traversais les toundras à dos de girafe. Et puis un jour, j'ai pris une frégate pour traverser les océans. Elle s'est écrasée sur un récif. Une baleine m'a avalé. Je me suis retrouvé dans son estomac.
Alors, j'ai tiré mon épée, j'étais accroché au fanon, et je l'ai pourfendu de part en part. Il y a un requin qui passait, j'ai attrapé son aileron et allez hop, il m'a ramené à la surface. Et me voici. Ah, une souris! Une souris! Il y a une souris dans la symphonie volante! Il y a une souris! Il y a une souris là! Il y a une souris là! Là! Elle est partie? Elle est partie! Partie! Non mais je savais bien qu'il n'y avait pas de souris! C'était pour vous faire rire! Moi, j'ai fait rire le duc d'Anjou et la reine d'Angleterre, alors hein. Quand ils ont vu tout ce qu'on pouvait voir à l'hôtel de Bourgogne, les tapissiers, dévorés par leur passion, transportèrent leur pénate dans un autre théâtre, le théâtre du Marais, où se distinguait le célèbre acteur Mondori. Là se donnait la tragédie et la grande comédie. Les meilleures pièces étaient fournies au théâtre par Pierre Corneille, le fameux dramaturge de l'époque. Ah, on peut dire que le petit-fils de Louis Cressé plongea dans divers bains. Le Belle Rose de l'hôtel de Bourgogne, vous vous souvenez, était sucré et tendre. Il faisait rouler ses yeux, puis les dirigeait vers des lointains mystérieux, balançait son chapeau avec grâce et disait ses monologues d'une voix pleurnicharde. Oh, 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 Dieu, qu'au châtiment ta justice est sévère et qu'il est dangereux d'exciter ta colère. Ce qui fait qu'on ne savait jamais s'il parlait, s'il chantait ou s'il pleurait. Tandis que là, au Marais, Mondori ébranlait la salle d'une voix de tonnerre et mourait en râlant dans la tragédie. Et c'est comme ça. Ne quittez pas, César! Allez, cher à courir et pleurer avec lui ma mort, qu'on a juré. Et quand il punira mes lâches ennemis, faites-lui souvenir de ce qu'il m'a promis. Je meurs! Je meurs! Je meurs! Je meurs! L'enfant regagnait la maison paternelle avec un éclat fiévreux dans les yeux et rêvait à lui des bouffons Alison, Jacquemin Jadot, Philippin et du fameux Châtelet au visage blanchi. Ah, vous les avez connus? Oui, je les ai connus, je les ai tous connus, les uns après les autres. Ah, des acteurs formidables, vous savez. Ah, mais quand ils rentraient en scène, mais la salle était en transe. Et ils transpiraient à l'époque, hein, ils se donnaient sur les planches à cette époque-là. Il n'y avait pas de micro, hein, pas d'image projetée, pas de scénographie élaborée, non. Il y avait les acteurs, les planches, et c'est tout. Avec de la farine, des masques, des machins. Après, il y a eu Jouvet, les Pitoef, le Cartel et tout ça, mais là c'était extraordinaire. Jodelet, il était comme ça. Il avait une entrée en 3 étapes. Le public l'attendait. Ils étaient venus depuis le matin. Ils avaient amené des thermos, des sandwichs, les machins, ils attendaient, on mangeait, ils buvaient, ils attendaient. Ils étaient arrivés à 9h du matin au théâtre. Hein. Le spectacle commençait à 10h le soir. Toute la famille était là. Hein. La grand-mère, l'oncle, le machin, les petits-enfants, les enfants, ils étaient tous venus, ils étaient là, ils attendaient. Hein. Ils attendaient Jodelet. Et Jodelet arrivait.
On annonçait Dudley. Et alors lui, qu'est-ce qu'il faisait? Eh ben, il passait un pied, juste un pied. Et alors le public, le Dudley, ils étaient comme fous. Et alors lui, qu'est-ce qu'il faisait? Eh ben, il passait le nez, comme ça. Les gens, le nez de Dudley, la salle était en transe. Et alors, il rentrait. Alors il passait le ventre, le pied, le nez, et puis il y allait. Et puis en plus il boitait. Et les murs de l'hôtel de Bourgogne tremblaient sous les éclats de rire du public. Mais l'hôtel de Bourgogne et le Marais ne pouvaient à eux seuls combler tous les désirs de ceux qui souffraient d'une passion inguérissable pour le théâtre. Oh, c'est beau, monsieur Tic. Oui, c'est beau, hein? Ah oui, on dirait du Charles Péguy. Ah. La porte du mystère de la deuxième vertu. Oui, eh ben, on va l'écrire, tenez. Ah oui. Je peux l'écrire? Ah ben, je vous en prie, oui. Je peux effacer la patate? La patate, c'est un quartier de Paris. Je peux l'effacer? Oh oui, j'en ai plus besoin, vous pouvez y aller. Donc, une passion, avec 2 S, passion, inguérissable, un seul R, et 2 S, pour le théâtre. Avec un accent circonflexe sur le théâtre, un accent et un chapeau, un accent circonflexe, oui. Circonflexe sur le A de théâtre. Théâtre! Théâtre. Le théâtre! Voilà, au Pont-Neuf et dans l'arrondissement des Halles, c'était le royaume du commerce. Du pognon! Là, Paris engraissait, Le pognon! embellissait Le pognon! et se répandait de partout. Le pognon! À l'intérieur des boutiques, Le pognon! devant les boutiques, Du pognon! une telle vie grouillait que les oreilles tintaient, Le pognon! vous se brouillait, Du pognon! et à l'endroit où la foire Saint-Germain déployait ses temples, Le pognon! c'était la confusion la Du plus pognon! totale, Le pognon! le fracas, Du pognon! brouhaha Du pognon! et la gadoue. La gadoue. La gadoue. Ah, la gadoue. La gadoue. La gadoue. La gadoue. Ah, la gadoue. La gadoue. La gadoue. Ah, la gadoue. La gadoue. La gadou, la gadou, la gadou. Ah, la gadou, la gadou, la gadou. Ah, la gadou, la gadou, la gadou. Oh, la gadou, la gadou, la gadou. Oh, la gadou, la gadou, la gadou. Mon Dieu. Vous ne parlez pas comme ça, hein? Parce que moi j'ai des droits. Et allez hop, la police, hein? Mon Dieu, disait un jour le poète infirme Scarron à propos de cette foire. Ah. Que de merde peuvent répondre ces culs qui ne connaissent pas les caleçons. Toute la journée ils vont, ils marchent, ils se bousculent. Les petits bourgeois et leurs mignonnes petites femmes. Dans les boutiques des barbiers, on rase, on savonne, on arrache les dents. Dans la bouillie humaine, on voit des cavaliers au milieu des piétons. Attention! Juchés sur des mules. Des médecins passent. Dignes. Pareil à des corbeaux. Ah, tchi! Des mousquetaires du roi caracolent, avec leurs casaques, brodés de flèches d'or. Derrière eux viennent des bandes de gamins qui crient, sifflent, plongent dans les jambes et ajoutent à la confusion. Mange, bois, achète et vends, capitale du monde, pousse et croît. Et vous,
les culs qui ne connaissaient pas les caleçons. Venez au Pont-Neuf, venez voir les tréteaux qui se montent, les estrades que l'on entoure de tentures. Et là, qui est-ce qui piaille comme un mirliton? C'est le crieur du spectacle. Approchez, seigneurs et gens de dames, le spectacle va commencer. Ouais! Ne ratez pas cette occasion unique. Ouais! C'est ici, et ici seulement, que vous verrez les fameuses marionnettes de Monsieur Brioché. Ouais! Venez les voir danser, suspendus à leur fil. Ouais! Venez voir Fagotin. Ouais! L'extraordinaire singe savant. De dents, mais ils accueillaient aussi des charlatans apothicaires qui vendaient aux gens des panacées qui guérissaient toutes les maladies. Pour attirer l'attention sur la boutique, ils s'abouchaient avec des saltimbanques de rue. La s'aboucher, tenez, voilà un verbe qui a disparu de la langue française. Vous ne connaissez pas s'aboucher? Non, la langue française s'appauvrit, les mots disparaissent. Hein. S'aboucher. Ça vient de quoi, vous pensez? S'aboucher. La bouche, on s'abouche. Hein. Aboucher, mettre en rapport deux ou plusieurs personnes. S'aboucher avec, se mettre en rapport. Mais avec un masque. Hein. Ah oui. Aujourd'hui, on peut s'aboucher, mais... Mais avec un masque. Ah, ben... Oh, tenez, vous voulez vous aboucher avec moi, monsieur Tom? Ah non, non, non. Ah, mais non. venez. Non, allez, non. allez, on s'abouche. Non, non, je veux pas. Je veux pas m'aboucher. Non, je veux pas. 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 Les charlatans apothicaires s'abouchaient avec des saltimbanques de rue, mais ils s'abouchaient parfois aussi avec des acteurs professionnels. Et l'on assistait à de véritables représentations à la gloire de médications miraculeuses. Tout Paris parlait alors d'un homme aussi extraordinaire que mystérieux, un certain Cristoforo Contugi. Cristoforo Contugi avait engagé toute une troupe d'acteurs et donnait sur une estrade des spectacles de polichinelle grâce auxquels il vendait une bouillie médicinale qui guérissait toutes les maladies et qu'il avait appelée Orvietan. Car une pareille médication ne se retrouve en aucune nation. Orvietan, Orvietan, achetez Orvietan avec moi, Orvietan, Orvietan, achetez Orvietan. Achetez Orvietan. Car une pareille médication ne se retrouve en aucune nation. Orvietan. Orvietan. Achetez Orvietan avec moi. Orvietan. Orvietan. Achetez Orvietan. Orvietan. Plus fort. Achetez Orvietan. Car une pareille médication ne se retrouve en aucune nation. Orvietan. Orvietan. Achetez Orvietan. L'Orvietan guérit de la phtisie. Ouais. De la peste. Ouais. De la gale. Ouais. De la Covid-19. Ouais. Un mousquetaire à cheval passe devant la baraque. Oh, monsieur Capitan, achète de l'Orvietan. 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 Peste vous emporte. Hors de ma route. Un certain Sganarelle se laisse appâter. Tenez-moi
s'il vous plaît. Cette petite boîte d'Orviétan, ça coûte combien? Monsieur, répond le charlatan, l'Orviétan n'a pas de prix. Je m'en voudrais, monsieur, de vous prendre votre argent. Oh, monsieur, répond Sganarelle, je comprends que tout l'or de Paris ne suffirait pas à payer cette petite boîte. Mais je m'en voudrais de prendre quelque chose pour rien. Non, je vais dire. Ah, tenez, voilà 30 sous. Et rendez-moi la monnaie. Ah, tu me l'en guettant. Sur Paris, le soir est bleu marine. Les lumières s'allument. Dans les baraques, les lustres cruciformes fument. Les chandelles de suif fondent. Et la flamme vacille dans les flambeaux. Gronde, bon. Voici maintenant deux hommes qui se frayent un chemin dans la pâte humaine. Un vénérable grand-père, accompagné de son petit-fils et ami en petit col blanc. Et personne ne sait. Et les acteurs sur les planches ne soupçonnent pas qui est celui que l'on bouscule dans la foule, près de la baraque d'un charlatan. À l'hôtel de Bourgogne, Jodelet ne sait pas qu'un jour viendra où il jouera dans la troupe de ce gamin. Pierre Corneille ne sait pas qu'à l'automne de sa vie, il sera content quand le gamin prendra sa pièce pour la mettre en scène et lui donnera à lui, dramaturge plus pauvre de jour en jour, de l'argent pour cette pièce. Oh, grand-père, ne pourrait-on pas voir en quand le spectacle suivant? Demande le petit-fils, câlin et poli. Le grand-père hésite, il est tard, mais il ne peut pas s'en empêcher. Bon, d'accord, Jean-Baptiste, mais tu n'en parles pas à ton père. Hein. En rentrant, on passera par la petite porte de derrière. Mais d'accord, grand-père, allons-y. Attends-moi, mais attends-moi, Jean-Baptiste. Non, ben voilà, tu cours comme un déraqué, comme d'habitude. Mais attends ton grand-père. Oh, par là, ça glisse. Oh, ben voilà, ça y est, j'ai glissé. Mais n'oublie pas que je marche sur trois pattes, enfin, mon petit. Mais pas ici, grand-père. Mais non, tu vois bien que la garde c'est tout fermé. Mais justement, mais ce n'est maison clos. Non, enfin, bonjour, madame Irma. C'est pas par là, enfin. Par ici, grand-père, de la lumière. Ben oui, c'est là, les théâtres. Viens vite, grand-père. Mais j'arrive. Enfin, tu sais bien que je marche avec une canne, voyons. Oh, t'as vu, grand-père? Le pont est maintenant illuminé. Oh, c'est beau. Et regarde, grand-père, les lanternes qui voguent dans les mains des passants. Oh, c'est beau. Allez, faut y aller maintenant, mon petit. Oui, d'accord, grand-père. Et attends-moi, voyons. Oh, c'est jeune, toujours à courir, toujours pressé. Grand-père. Oui, Jean-Baptiste. Tu sais, mes oreilles résonnent encore de ce cri strident. Quel cri, Jean-Baptiste? Orviétan! 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 Allez, faut y aller maintenant, mon petit, parce que tu sais, ton père, en rentrant, on passera par la porte de derrière. Jean-Baptiste et son grand-père. Il est très possible que ce soir-là, dans la rue Saint-Denis, se soit joué le final d'une des futures comédies de Molière, pendant que ce Sganarelle allait chercher son Orviétan, qui, pensait-il, l'aiderait à guérir sa fille Lucinde de son amour pour Clitandre. Lucinde, naturellement, s'enfuyait avec ce Clitandre et se mariait. Sganarelle tempête! On l'a berné! Bridé comme une bécasse! Il menace! Il fourre le précieux Orviétan dans les dents de la servante. Et allez, dans les dents! Mais Molière terminera cette soirée par une fin heureuse aux lanternes. Les violons joyeux feront leur entrée. Gronde, pompe
Moi, j'ai quand même pitié du pauvre Poquelin-Père. Il ne lui manquait plus que ça. Catherine, sa deuxième femme, meurt. Maintenant, il est tout à fait seul. Il a 6 enfants, la boutique à faire marcher et toute cette marmaille à élever. Et, comme par un fait exprès, quelque chose arrive à Jean-Baptiste. Le jeune homme commence à dépérir. Il continue de travailler à la boutique. Il ne fainéant pas. Mais il ne cesse de tourner comme une marionnette autour du pont neuf. Il maigrit, se met à la fenêtre, regarde dehors, mange sans appétit. Les années passent. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et un jour, Jean-Baptiste paraît devant son père et déclare tout à trac qu'il ne veut plus entendre parler de commerce de tapisserie, qu'il ira là où l'attire depuis son enfance, sa vocation, qu'il sera acteur. Ce qui se passa dans la maison, je me refuse à le dépeindre. Quand le père reprend ses esprits, il tente de dissuader son fils, lui dit ce que le devoir paternel lui ordonne de dire, que le métier d'acteur est le pire de tous les métiers, que la Sainte Église renvoie les acteurs de son sein, que seul un mendiant ou un vagabond peut en être réduit à cette extrémité. Le père menaçait, le père invectivait. Jean-Baptiste refusait tout net de réfléchir à quoi que ce soit. Il prit immédiatement le chemin de la place royale, le chemin d'une famille infiniment chère à son cœur, la famille Béjart. Cette famille était remarquable en ceci, que tout le monde, à commencer par le père lui-même, Béjart, rêvait de fonder un théâtre, brûlait de la passion du théâtre. Mais l'amour du théâtre n'était pas le seul lien entre Jean-Baptiste et les Béjart. Leur fille Madeleine était une excellente actrice professionnelle. Il ne fait pas de doute qu'entre Jean-Baptiste et Madeleine, le 30 juin de l'année 1643, une compagnie de 10 personnes fonde l'illustre théâtre. Je n'ose raconter ce qui se passa. Je ne crois pas qu'aucun théâtre au monde ait jamais fait de pareils fours. De pareils fours. Quoi de pareil fou? C'est votre top, monsieur Top. Top, monsieur Type? Pas Type, monsieur Top. Tic. Si je l'appelais Toc, moi, hein. Ça, le type, il m'a dit toc. Ça, c'est pas top. Mon nom, c'est Top, monsieur Type. Pas Type, monsieur Top. Tic, 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 monsieur Tic. Tic, 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 tic. tic, monsieur Tic. Ah oui, Tica, monsieur Tica. Bien, merci, monsieur Top. De rien, monsieur Tic. Il mastique, ce monsieur Tic. Vous n'êtes pas un peu top, monsieur Top. Et tac. C'est votre top, monsieur Top. Mon top, monsieur Type. Pas Type, monsieur Top. Tic. Si je l'appelais Toc, moi, hein. Ça, le type, il m'a dit toc. Ça, c'est pas top. Mon nom, c'est Top, monsieur Type. Pas Type, monsieur Top. Tic, Tic. tic, monsieur Tic. Tic, 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 tic. tic, monsieur Tic. Ah oui, Tica. Monsieur Tic. Bien, merci, monsieur Top. De rien, monsieur Tic. Il mastique, ce monsieur Tic. Vous n'êtes pas un peu toc-toc, monsieur Top. Et tac. C'est votre top, monsieur Top. Mon top, monsieur Tic. Pas Type, monsieur Top. Tic. Si je l'appelais Top, moi, hein. Ça, le type, il m'a dit toc. Ça, c'est pas top. Mon nom, c'est Top, monsieur Type. Pas Tic, monsieur Top. Tic. Tic. Tic, monsieur Tic. Tic. Tic, Tic. 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 Tic, monsieur Tic. Ah oui, Tica. Monsieur Tic. Bien, merci, monsieur Top. De rien, monsieur Tic. Il mastique, ce monsieur Tic. Vous n'êtes pas un peu toc-toc, monsieur Top. Et tac. C'est votre top, monsieur Top. Mon top, monsieur Tic. Pas Tic, monsieur Top. Tic. Si je l'appelais Toc, moi, hein. Ça, le type, il m'a dit toc. Ça, c'est pas top. Mon nom, c'est Top, monsieur Tic. Pas Tic, monsieur Top. Tic, 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 monsieur Tic. Tic, 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 tac, tic, tac, 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 tic, tac.
monsieur Tic. Ah oui, tactique, monsieur Tic. Bien merci, monsieur Top. De rien, monsieur Tic. Qui m'assiste, ce monsieur Tic. C'est pas un peu toc toc, monsieur Top. Et tac, ta 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 ta. Nya 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 nya. C'est votre Top, monsieur Top. Mon top, monsieur Tic. Tic, monsieur Top. Tic, tic, je vous appelle Top. Sale type, il m'a dit top, ça c'est pas top, mon nom c'est top, monsieur Tic. Pas Tic, monsieur Top. Tic. Non, non, mais là, Tic. excusez-moi. Vous allez trop vite. Trop vite, je vais Vous trop m'égarez. vite. Mais égarez-vous, mon vieux. Égarez-vous mieux, égarez-vous encore. C'est en s'égarant qu'on se retrouve. Il mastique, monsieur Tic. Vous n'êtes pas un peu toc-toc, monsieur Top. Et tac, 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 tac. C'est votre Top, monsieur Top. Mon top, monsieur Tic. Pas Tic, monsieur Top. Tic, je vous appelle Top. Sale type, il m'a dit top, ça c'est pas top, mon nom c'est top, monsieur Tic. Pas Tic, monsieur Top. Tic, 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 monsieur Tic. Tic, 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 tac, tic, 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 tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. C'est pas un peu toc-toc, monsieur Top. C'est celui qui a dit qui est. Tac, tic, tac, c'est pas un peu toc-toc, monsieur Top. C'est celui qui a dit qui est. Tac, tic, tac, c'est pas vrai. 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 Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas un peu toc-toc, monsieur Top. C'est votre Top, monsieur Top. Bah fallait me le dire. Ah! À l'automne 1645, l'illustre théâtre cessa définitivement d'exister. L'été 1646. Top! Un pauvre convoi quitte Paris et prend la direction du sud de la France. Des bœufs efflanqués tirent des charrettes, bourrées d'un invraisemblable Saint-Frusquin. La caravane est conduite, vous le devinez aisément, par Jean-Baptiste. Voilà. Il traverse ainsi toute la France. Cataclop, 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 cataclop. Au gré des itinéraires. Cataclop, 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 cataclop. Bordeaux, cataclop, cataclop, cataclop. Toulouse, cataclop, cataclop, cataclop. Pézenas, cataclop, cataclop, cataclop. Les premiers temps, la vie est très dure. Il faut dormir dans les granges. Jouer dans les remises des villages. Ne quittez pas, César! Oh non, il y a une poule qui vient me prendre dans mes costumes! Oh, mais ça va, les poules, hein, les poules! Ne quittez pas, César! Oh, les chiens, maintenant! Ça suffit, les chiens! Les acteurs locaux accueillent les acteurs, les locaux accueillent les acteurs avec insolence. Glissent sous leurs pas les tracasseries les plus stupides. Vous avez le tampon de la mairie? Le tampon? Ben oui, le tampon! Les acteurs répondent qu'ils veulent représenter une tragédie en vers du très honorable Monsieur Corneille. Le Corneille? Du Corneille! Oh, viens voir! Il y a des acteurs, ils ont eu le Corneille! Mais le Corneille? Ouh! C'est des chansons de malheur, ça, le Corneille! Ouais, tu as raison, Marius! Pas de tampon, pas de représentation! Allez, cataploque, cataploque, cataploque! Allez, viens, Hugo, va se prendre le pastis! Oh! Escartefile! Oh, Marius! Et comment elle va, la famette? Oh, elle a posé le petit. Oh, elle a des grosses mamelles, hein. Oh, ça va se faire une belle vache. Ah, ça c'est bien! Et la pêche, ça va? Oh, ça va, ça vient, tu sais l'asticot! Ouais, grande couillon. Allez, donne-nous de pastis! Et de pastis pour Marius. Va de chichou, là. Il arrive souvent que le spectacle soit interdit. Ici prend place un événement capital. Jean-Baptiste commence à occuper ses nuits à écrire des farces en un acte, joyeuses et insouciantes.
Madeleine, écoute, j'ai trouvé une réplique formidable. Madeleine, écris-toi, Madeleine. Oh, Jean-Baptiste, laisse-moi dormir, je suis fatigué. Ah, mais j'ai trouvé une réplique incroyable. Écoute, pas de pognon, pas de représentation. Oui, c'est formidable. Laisse-moi dormir, je suis fatigué. Et puis va te coucher, t'as des sables sous les yeux. Et là, une particularité se découvre. Dans les rôles tragiques, Jean-Baptiste n'obtient qu'un succès moyen, voire un four complet. Et les pommes pleuvent sur le pauvre tragédien. Remboursé! Remboursé! Non! Remboursé! Remboursé! Mais remboursé! Remboursé! Mais il suffit que Jean-Baptiste change de costume, se transforme de César Remboursé! Remboursé! en Sganarelle. Et le public se met à rire, à applaudir. Et cela se termine toujours en ovation. Bravo! Bravo! Et c'est toujours la même chose. Le fiasco pour la tragédie, Remboursé! Remboursé! le succès pour la farce. Bravo! 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 Et dans le sud de la France, de village en village, Bravo! Bravo! de ville en ville, Bravo! pour le bruit, il y a un acteur du nom de Molière qui joue remarquablement avec sa troupe des pièces comiques. Pendant que notre troupe ambulante vogue paisiblement de ville en ville, le roi Louis XIII quitte ce monde. Le tonnerre des canons à Paris annonce à l'univers la venue sur Terre d'un nouveau Louis. Le roi Louis XIV. Ce roi n'a que quelques années et les années passent. Jean-Baptiste est maintenant un acteur de 37 ans, bourré d'expérience. La compagnie marche maintenant à travers toute la France, terrassant d'un glaive meurtrier les troupes ambulantes qu'elle rencontre. Ah bah c'est bien. Bon, mais c'est pas fini. Comment c'est pas fini? Oui, encore. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Sans rien dire à personne de la troupe, Jean-Baptiste fait secrètement 3 voyages à Paris. Au retour du dernier, il révèle enfin son plan. Il a réussi à pénétrer, grâce à des recommandations flatteuses, les milieux de la cour. Les acteurs écoutent leur directeur dans sa silence totale. Puis, il dit que son Altesse Philippe d'Orléans, frère unique du roi, invite la troupe, la prend sous sa protection et lui donne son nom. Le cœur des acteurs s'arrête, leurs mains se mettent à trembler, leurs yeux s'enflamment, et le nom Paris gronde. Jean-Baptiste donne alors l'ordre de charger les bagages, de lever le camp et de rejoindre Paris. Paris! C'est une plante! Paris! Reine du monde! Ça, c'est Paris! Ça, c'est Paris! Voilà, est-ce que quelqu'un a pris une boule? On a dû tomber un endroit, c'est pas grave. Alors, voilà.
Bah, écoutez, ça vous a plu? Oui. Comment? Vous avez vu, Christian est formidable, non? Comment? Oui. On va applaudir, on fait Christian, Christian. Alors moi je suis le metteur en scène. Voilà, on s'assied après, vous pouvez jouer avec les fils. On a un petit moment là pour discuter. Oui. Voilà. On a combien de temps à peu près? 10 minutes. 10 minutes. Maximum. Maximum. Vous avez vu là? Alors on va nous remettre dans les placards, hein, avec les Hamlet, les Victor Hugo. Et alors si vous voulez, moi je suis le metteur en scène, j'ai fait le spectacle. Voilà. 10 minutes, c'est pas long. Et puis vous pouvez poser des questions. Les questions que vous voulez. Alors ce qui est bien, c'est quand vous posez des questions, vous baissez juste un petit peu votre masque, comme ça je vois votre visage, je vois comment vous êtes beau et belle, et c'est bien, et dites votre prénom. Margot, comme la reine Margot. Plus fort, pour que tout le monde entende. Depuis combien de temps vous faites du théâtre? Oh là là, c'est comme avec une femme, on ne demande pas son âge. Non, moi je fais du théâtre depuis que j'ai l'âge de 23 ans, c'est-à-dire ça fait 42 ans que je fais du théâtre. C'est mon métier. 42 ans. Moi j'avais une formation d'ingénieur. En fait j'ai fait des études pour être ingénieur. Et puis après, chut, vous mettez plus par là. Et puis en fait j'ai arrêté, j'ai découvert le théâtre à l'âge de 23 ans. J'ai découvert la peinture, la littérature, j'ai découvert le cinéma, j'ai découvert la musique, le théâtre. Et ça a été vraiment un truc incroyable. C'était comme si tout d'un coup, moi qui cherchais mon chemin, c'est comme si tout d'un coup, j'avais des petites racines qui se mettaient à pousser depuis mes pieds et qui se plantaient dans la terre. Et depuis, même si je peux marcher, je ne suis pas comme un arbre, mais je suis devenu un arbre, je suis devenu quelqu'un qui découvre la vie, qui rencontre les autres, et puis je me suis construit à travers le théâtre. Le théâtre, c'est une vraie source d'inspiration. C'est un monde de la poésie, et souvent, depuis plus de 2500 ans, les premiers auteurs de théâtre, les auteurs grecs, ont écrit des choses sur la vie, ont écrit des textes sur la misère, sur l'injustice, sur la violence, sur les guerres, comment il ne fallait pas faire, ce qu'a fait aussi Molière. Et donc ce sont vraiment des pièces qui sont importantes. Elles m'ont vraiment aidé, ces pièces, dans ma vie. Alors un garçon d'abord, s'il y a un garçon qui veut poser, vas-y, comment tu t'appelles? Fais voir ta vie. Comment? Adrien. Fort. Pour faire la pièce, on a travaillé en plusieurs temps. La première fois, on a créé cette pièce. Ben, on a travaillé les 3 fois au théâtre de banlieue. Mais la première fois, on l'a créé avec des enfants. Baissez, puis après, je vous donnerai la parole. On l'a créé avec des enfants qui avaient votre âge. On avait une classe, il y avait 30 élèves. Christian était habillé en prêtre, il avait une soutane. Et il faisait ce cours, il racontait l'histoire de Molière à sa classe. Et le public était là. Après, on l'a fait une deuxième fois. Donc ça a pris 1 mois et demi, à peu près 1 mois et demi de répétition. Après, on a travaillé 15 jours avec des plus grands, plus que des adolescents, des jeunes garçons qui avaient 17-18 ans, c'était des lycéens. Et on l'a joué aussi 8 fois avec eux. Et puis ensuite, on voulait la tourner cet été dans les villages. On a joué dans les forêts, on a joué dans les granges, on a joué dans des endroits improbables. Et là, on a répété 15 jours, ce qui fait que... Et c'est devenu comme ça, c'est devenu la pièce que vous voyez. En tout, on a répété à peu près 2 mois et demi. Voilà, c'est 2 mois et demi, c'est 5 jours par semaine, c'est 8 heures par jour. Quand on a un comédien tout seul, c'est plutôt 6 heures, parce qu'on répète, il est tout seul. Il répète sur scène, il est tout seul. Donc c'est beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'énergie. Oui, mademoiselle, comment? Qui? Comment tu t'appelles? Audrina. Oh, qu'est-ce que c'est beau ça. Audrina, alors qu'est-ce qu'elle veut dire, Audrina? Comment on fait pour faire si vite? Si vite? Ça là? Non, tout. Ben, tout, c'est la répétition. Tu vois, c'est la répétition. C'est, par exemple, l'entrée, quand on dit bonjour, bonjour, comment ça va, oui, comment, ah, ben nous, on est venus là, on va jouer. Et bien ça, c'est des heures de travail. Si on refait, tant qu'on ne trouve pas que ça glisse, qu'on ne trouve pas que c'est fluide, on le refait. Et puis après, quand on joue le spectacle, eh bien, il se répète et le spectacle, il se joue avec le public, avec les enfants, mais aussi avec les adultes, parce qu'on joue avec les adultes. Mais par exemple, ça c'était terrible pour moi.
Ça, on a dû mettre 90 heures à répéter ça. Oui, ça fait à peu près 2 semaines de travail. 90 heures. Au début, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, il faut faire les choses en même temps. Vous savez, maintenant, j'ai trouvé l'astuce. Quand je me trompe, je dis, oh là là, mais vous allez trop vite, vous m'égarez, monsieur Tic. Et puis, il y a comment, égarez-vous, égarez-vous. Mais c'est vrai que dans la vie, il faut s'égarer des fois. Il faut jamais être que sur les autoroutes, il faut se perdre dans les petits chemins, et c'est dans les petits chemins qu'on découvre une belle clairière, c'est sur les petites routes qu'on découvre un beau village, sur les autoroutes on découvre que les aires d'autoroute. Il faut se perdre un peu dans la vie pour découvrir la beauté du monde. Oui, mademoiselle. Oui, toi. Shona. C'est irlandais ça. Je sais pas, ben faut regarder. Oh bah c'est... On peut pas dire que c'est difficile, parce que comme c'est un métier qu'on fait avec plaisir, c'est un métier qu'on fait avec la joie, c'est un métier c'est notre cœur qui décide de faire ça. Moi je me rappelle au début, alors tu vas dire que c'était difficile, mais les premières années où je faisais du théâtre, on n'avait pas d'argent, on mangeait des soupes d'ortie avec des pommes de terre, on ouvrait le placard pour voir ce qu'il y avait dedans, il n'y avait rien. J'allais chez mon père, j'avais 27-28 ans, je disais « Papa, t'as pas à manger, il me donnait à manger, il me donnait de l'argent ». Mais c'était pas difficile parce qu'on faisait, on s'amusait, on riait, on faisait du théâtre. Et ensuite, après, bah, on devient professionnel, on gagne de l'argent. Mais c'est toujours après, c'est un métier qui n'est pas simple. Parce qu'il y en a qui réussissent, d'autres qui ne réussissent pas. Mais c'est pas... Je dirais pas, j'ai eu des moments difficiles dans ma vie. Des moments où on n'arrive pas à trouver. Mais si je devais qualifier mon métier, d'abord, je n'ai pas l'impression de travailler. Moi, tu vois, d'être avec vous, c'est du bonheur d'arriver avec Adrien qui fait la technique, avec Sabrina qui vous a parlé, ou avec Gladys qui a fait le petit film. C'est du bonheur. On arrive là, on vous entend, c'est du plaisir, même quand c'est dur. Mais vous verrez dans la vie, quand vous arriverez vers la fin de votre vie, si vous avez bien mené votre vie, vous verrez que tout ce qui n'est pas bien, on l'oublie et on se souvient que de ce qui est bien, de ce qui est beau dans la vie. Parce que ça gomme. Alors un garçon d'abord, un garçon. Oh, dis donc, il y a que les filles qui veulent parler. Oh, il y en a un, oui, on va faire 2 garçons. Vas-y. Louis, comme Louis XIV, comme Louis XIII. Chut. Comment? C'est-à-dire comment on fait le théâtre? Bah, moi je choisis une pièce. Par exemple, je sais que l'année prochaine, si tout va bien, au mois de novembre, on va travailler sur les fourberies de Scapin. On va monter un Scapin. Et c'est pour ça qu'on travaille un petit peu sur Molière pour essayer de trouver le rythme, l'humour. Donc je choisis le texte, après je choisis des comédiens, après je choisis un décorateur, quelqu'un qui fait la lumière. Et puis on répète, et puis on... Voilà, c'est... Je sais pas comment dire. C'est comme quand tu vas à la bibliothèque, tu vois, tu vas à la bibliothèque, et tu es là comme ça, à la bibliothèque, je veux dire un livre. Ah, qu'est-ce que je veux? T'as vu, là, j'ai 65 ans. T'as dit, t'as me pépé. Elle me dit, ah si, je vais prendre celui-là. Tac. Et ben voilà, moi j'ai choisi les pièces de théâtre comme ça. Moi je fais pas ça. Alors un autre garçon. Comment tu t'appelles? Luciane. Et vu que ça arrive là-haut ou pas? Oui, non, bah bien sûr. Tu verras. Si tu viens là dans 6 mois, tu verras que ça sera encore là. Et celui des producteurs aussi. Tu peux nous Il faut une échelle, mais j'ai pas d'échelle. Mademoiselle. Chut, écoutez, comment tu t'appelles? Alice. Oh, Alice. Au pays des... Qu'est-ce qu'elle rencontre d'abord, Alice? Un lapin. Et qu'est-ce qu'il a dans sa poche, le lapin? Et qu'est-ce qu'il fait l'amour? Alors elle lui court derrière, puis elle essaie de taper sur l'épaule pour lui dire, vous n'êtes pas un peu toc-toc sur le lapin, mais le lapin il a dit, non, je veux pas, voilà. Et puis après, il y a toute l'histoire d'Alice. Tu voulais Alice alors? Elle est où Alice? Vas-y. Plus fort. Mais écoute, moi quand j'étais comédien, j'avais le trac, beaucoup de trac. Je ne sais pas si Christian a le trac, tu veux venir Christian? C'est comme ça que tu peux peut-être répondre à les questions. Mais là, vous savez, quand on arrive, nous on finit de se changer, on est déjà en train de jouer, on dit, ah il m'engueule, il me dit, ah mais, monsieur top, vous allez encore faire pipi, parce que alors moi je dis que j'ai pas le trac, mais je fais pipi 6-7 fois avant de monter sur scène, ça fait une petite goutte comme tous les comédiens.
Juste comme ça. Alors il m'engueule, et puis je lui dis, ah, monsieur Tic. Et puis du coup, quand on rentre ici, on n'a plus le trac, il est resté dehors. Voilà, vous pouvez poser une question à monsieur Christian. Si vous touchiez sa chemise, elle est trempée. Sa veste, elle est trempée. Ses chaussettes, elles sont trempées. Son pantalon, il est trempé. Puis on va s'arrêter Elle là. est vraie l'histoire de Jean-Baptiste. Hein? Elle est vraie l'histoire de Jean-Baptiste. Ben oui. Oui. Tu vois, C'est l'histoire de l'enfance. Là, on a fait l'enfance de Molière, tu vois. Parce que dans le roman de Mikhail Bulgakov, tu vois, il y avait marqué au début du spectacle, on a effacé le nom de l'auteur qui a écrit le roman de Monsieur de Molière, tu vois, et il raconte la vie de Molière. Mais effectivement, ta question est pertinente parce que on ne sait pas grand-chose sur la vie de Molière. Curieusement, tu vois, on sait des jalons de sa vie, on sait de telle date à telle date il est parti avec la troupe dans le sud de la France, il est resté un moment à Pézenas, on a trouvé des choses à la mairie, comme quoi la troupe de Monsieur de Molière, etc. Mais il y a peu de choses, en vérité, peu de choses qui permettent de parler vraiment de la vie de Molière. Donc, par honnêteté, Bulgakov a écrit son roman en mettant le roman de la vie de Monsieur de Molière. Parce qu'il a un peu arrangé ça, tu vois. Parce qu'on ne sait pas tout, on ne sait pas beaucoup. comme Shakespeare. Voilà. Après quand même, ce qu'on raconte, il y a beaucoup de choses qui sont vraies, tu comprends? Mais beaucoup de choses qui sont romancées aussi. Donc tu as raison de poser la question. Parce qu'en plus, à l'époque, quand on écrivait une pièce, souvent elles n'étaient pas imprimées, les pièces. Ils ne les imprimaient pas parce qu'ils avaient peur, comme ils touchaient leur argent, ils gagnaient leur argent en jouant les spectacles, ils avaient peur que d'autres gens prennent leur spectacle, donc c'était pas imprimé. C'est plus tard, c'est arrivé. C'est bon, tu as répondu? Hein? Une dernière question. Allez, et après toi, la toute dernière Il y a question. lui aussi. Depuis quand Allez, 3 dernières questions. Depuis Rapide. quand vous êtes ensemble Comment? au théâtre? Comment? Depuis quand vous êtes ensemble au théâtre? On va répondre vite. 1996, on a travaillé 4-5 ans ensemble, et puis après on s'est séparés, puis on s'est retrouvés il y a 2 ans. Voilà, on s'est retrouvés à Avignon. Alors, vas-y. Comment? Tire ton masque, on n'entend rien. Oui. Oh, bon, allez. bon, ça c'est... On a les filles qui font ça. Voilà. Ouais, mais pendant... Mais c'est la vérité. Mais quand c'est des garçons... Mais ouais, c'est comme ça. Quand il y a des garçons qui nous accompagnent, mais parce que Adrien... Alors, vite une autre Adrien, question. non mais faut expliquer. Adrien, il démontre le décor, il enlève les projets, il fait... Et puis on a Sabrina, souvent, qui est là, qui passe le balai pendant que nous, on range la loge. C'est-à-dire que tout le monde fait quelque chose. Donc elle a décidé de... C'est pas nous qui lui avons dit de faire. Encore vite. Allez. Regardez-le. Non, parce qu'il faut qu'il Oui, mais... Alors on trouve les pétards, si vous voulez faire ça dans votre maison, vous allez à la bamboula, et puis vous rentrez le soir, vous dites « Papa, maman, oh je vous aime, paf !» Dans la soupe. Allez, dernière question. Comment, attendez, on écoute la dernière question. Vas-y. Ça arrive, des fois les comédiens, ils ont des petits trous de mémoire, ça peut arriver. Des fois où ils sont bloqués comme ça. Alors la toute dernière là-bas, puis on arrête. Comment? Pourquoi vous avez choisi de faire du théâtre? Mais parce que moi, je pourrais pas dire que j'ai choisi de faire du théâtre, je pourrais dire que c'est le théâtre qui m'a choisi. J'ai été choisi par le théâtre, et Christian, lui, depuis l'âge de 6 ans, il avait envie de faire du théâtre. Il racontait des histoires quand il était petit. Alors, la toute dernière question. Ah non. Alors, on va arrêter. Moi, je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question, mais sincère. Écoutez-moi. Oh! Est-ce que ça vous a plu? Oui! Est-ce que vous étiez content d'être avec nous? Oui! Est-ce que vous avez appris des choses? Oui! Alors, je
voyais votre institutrice là, je voyais, elle était là, elle était morte de rire. Hein? C'est vrai, hein? Elle a adoré la scène du pognon. Hein? Ça, j'ai vu que vous étiez... Voilà, bah écoutez, nous on était très heureux de... Je vais vous dire juste un tout petit truc. Vous voyez, faire du théâtre, une dernière chose, une chose qui est importante. Peut-être, peut-être pas. C'est-à-dire que dans la vie, on a des rêves. Christian, il avait le rêve d'être comédien à l'âge de 6 ans. Donc il a fait des études, ses parents voulaient qu'il fasse des études de mathématiques et ainsi de suite. Mais il a gardé son rêve, il est devenu un extraordinaire comédien. Moi j'ai fait 4-5 spectacles avec lui, c'est un plaisir de travailler avec lui. Et dans la vie, on a tous des rêves de quelque chose. On a le rêve de quelque chose. Et souvent on nous dit, oui mais non, c'est pas possible, tu peux pas être astronaute. C'est pas possible, c'est pas vrai, tu peux pas. Et bien si vous gardez votre rêve et vous défendez votre rêve, vous pouvez arriver à faire ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Ça, c'est important. Après, ça veut dire que ça ne tombe pas de la lune, il faut faire des études, il faut travailler, il faut apprendre à l'école. Mais ça, votre rêve, il faut le défendre. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos rêves? On va les... Comment? On va quoi? Et on va construire un monde plus partagé. Il est comment le monde? Plus on va donner à ceux qui ont besoin. On va faire quoi? On va donner. Et on va donner, ça part toujours du cœur ce qu'on donne. Allez, on est très contents. À bientôt.